Inamoto, terre dominée par les humains pendant des siècles, s'est effondrée après l'apparition soudaine des tout-puissants Kishin et de leurs troupes démoniaques, les Oni. Les royaumes les plus forts ont péri, devenant des terres désolées. Les Kishin ont tout conquis, inaugurant une ère dominée par les Oni. Pourtant, certains humains continuent de lutter contre leur tyrannie sous le nom de Bandès de Bushi. 156 ans plus tard, les humains vénèrent et prient les Kishin comme des dieux. Chaque enfant rêve de devenir mineur pour leur seigneur Oni, car c'est le plus grand honneur de la société. Dans la petite ville de Tatsuyama, Musashi est l'élève vedette de l'école de formation des mineurs, se distinguant par sa pioche géante et voyante. Il est loué sans fin par ses pairs, mais il cache ses vrais sentiments en serrant les dents. En cours d'histoire, on leur enseigne que les Bushi étaient une lignée d'humains maléfiques opprimant les habitants d'Inamoto, surtout les classes agricoles et ouvrières, jusqu'à il y a 150 ans, quand les généreux Oni sont venus les libérer. Mais Musashi ne croit pas à cette propagande, il connaît la vérité. Son ami d'enfance était un Bushi, et son père, Jizai Kamaki, leur avait montré d'anciens parchemins, leur apprenant que les Bushi étaient que les seuls à combattre les Oni lors de leur attaque contre l'humanité, et qu'ils continuent, espérant un jour offrir aux humains la vraie liberté. Il avait promis à son ami, Kojiro, de combattre les Oni ensemble et de devenir la plus forte bande de Bushi. Il se remémore ses jours avec tendresse, perdus en classe. Le professeur leur rappelle que leur remise de diplôme et l'entrée aux mines, c'est le lendemain, et leur fait réciter leur chant quotidien. Tandis que les élèves scandent avec enthousiasme leur rêve de devenir mineur, Musashi tente de trouver le courage de dire à voix haute qu'il veut devenir un Bushi, mais échoue. Après les cours, Musashi rend visite à Kojiro dans sa petite maison isolée en forêt pour discuter d'une chose sérieuse. Il lui confie qu'il n'a aucune intention de devenir mineur. Il revient sur leur promesse d'enfance et exhorte Kojiro à quitter la ville avec lui, révélant que sa pioche est en fait un katana. Il s'entraîne à combattre depuis 5 ans, même à l'école. Mais Kojiro refuse, sachant la discrimination envers les Bushi. Il pense que son père lui a menti sur leurs ancêtres héros. De plus, il ne prend pas Musashi au sérieux, car il n'a même pas le courage d'avouer vouloir être un Bushi. Il lui dit sèchement d'arrêter ses bêtises. Agité, Musashi s'en va prouver sa détermination. Kojiro le regarde partir, espérant qu'il mènera une vie normale de mineur. Il se souvient de l'école, quand ils ont appris la loi obligeant les Bushi à porter leur katana en permanence pour identification. Ses camarades ricanaient, sa lame ressortant comme un cheveu sur la soupe. Sa position sociale ne lui permet que d'être éboueur, ramassant les ordures sous les insultes. Il ne pourrait jamais souhaiter ce sort à Musashi. Il trouve un paquet scellé que Musashi a dû laisser tomber. Il l'ouvre et découvre un épais livre de notes d'entraînement, ce qui le surprend. Le lendemain, les villageois offrent à Musashi et ses camarades un départ extravagant vers les mines. Mais Musashi n'entend que les mots durs de Kojiro de la veille. Après la porte des Oni, ils montent des escaliers jusqu'à une autre porte où leurs maîtres les attendent. Avant d'entrer, toutes leurs possessions, y compris la pioche katana de Musashi, leur sont retirées pour purification. Tous sont si excités qu'ils en mouillent presque leurs pantalons, mais ce qu'ils voient, une fois les portes ouvertes, les terrifie. Ils sont accueillis par un démon chat géant à 2 queues dévorant un pauvre mineur. Les accompagnateurs changent de ton, leur ordonnant de creuser des pierres pour leur maître Oni jusqu'à la mort. Tous les novices sont pétrifiés, réalisant qu'on leur a menti toute leur vie pour finir dans cet enfer. Mais Musashi s'avance, révélant qu'il s'est préparé à combattre ces monstres toute sa vie, mais se souvient qu'il n'a pas son katana. Un monstre chat se transforme en une forme plus vicieuse et l'attaque. Il esquive, attrape une pioche. Ses amis le supplient d'arrêter, il n'a aucune chance. Mais il se relève et annonce pour la première fois qu'il est un Bushi. Il se fait tabasser par le chat géant, se demandant pourquoi il a caché son rêve si longtemps. Il a honte d'admettre l'avoir fait pour s'intégrer, mais il a perdu son ami Kojiro. Finalement, ensanglanté, l'Oni le soulève d'un seul doigt. Juste au moment d'être tué, Kojiro attaque l'Oni avec sa moto, Sari Kitetsuki. Il s'excuse d'avoir accusé Musashi de ne pas être sérieux et est heureux de voir que son père avait raison sur la vraie nature des Oni. Ils combattent côte à côte, Musashi utilisant une technique de dégainage, le déchiqueteur aux 1000 vortex de ses notes, pour tuer son premier Oni. Alors qu'il défend les Oni, Musashi révèle son vrai motif. Ce ne serait pas amusant de partir à l'aventure et de combattre sans son ami. Touché, Kojiro accepte de former une bande. Soudain, une lumière rouge menaçante brille du ciel, signalant l'arrivée d'un Kishin, le plus fort des Oni. Musashi montait sur la Kiritsuki pour que Kojiro les emmène vite vers la lumière pendant qu'il tranche les Oni. En conduisant, Kojiro avoue ne plus se soucier de devenir un Bushi, ayant perdu l'envie de se battre. Mais Musashi n'est pas inquiet, il sait que son désir reviendra une fois dans l'action. Le Kishin entre dans leur champ de vision et,
honnêtement, il a l'air très décevant. Oh non, c'est la pilule rouge géante. Détourne-toi si tu ne veux pas être anéanti. Musashi le tuait d'un coup de katana. Waouh, c'était facile. Mais attendez, le Kishin se ranime en rejoignant ces deux parties séparées. Des adorateurs s'approchent avec un chariot de lingots d'or en offrande qu'ils dévorent comme des Pringles. Après avoir mangé, ils se transforment en un Kishin bien plus grand et terrifiant, Lingo Kutengu. Les adorateurs se mettent à genoux et se réjouissent de voir le Kishin sous sa vraie forme pour la première fois en 5 ans. Kojiro décide qu'il est futile de le combattre et qu'il devrait s'échapper, mais Musashi est inconscient. Le Kishin attrape Kojiro par son épée et les adorateurs lui disent de la lâcher car le monstre mange les épées. Cependant, il refuse de lâcher prise bien qu'il soit traîné et malmené par le Kishin. Il se souvient de son enfance où il haïssait l'épée et ce qu'elle représente, et essaie de la jeter. Cependant, son père lui a rappelé que les Oni étaient les méchants et qu'il fait partie d'une lignée fière et courageuse qui se bat pour la juste place de l'humanité dans le monde. Maintenant qu'il accepte enfin les paroles de son père comme la vérité, il ne peut plus lâcher l'épée. Il résiste longtemps, mais le Kishin le plaque finalement au sol, lui arrache l'épée et l'avale. Musashi passe à l'action et grimpe sur l'énorme estomac du Kishin. Peut-être devrait-il envisager un régime plus sain de couteaux et de brocolis. Musashi frappe furieusement son estomac à répétition jusqu'à faire un trou dans lequel il tombe tandis que le Kishin s'écroule de douleur. Kojiro craint que son ami ne soit mort, mais il ressurgit des profondeurs avec l'épée et la rend à Kojiro, disant qu'il sait ce qu'elle représente pour lui. Fier de sa lignée de Bushis, il trouve la volonté de se battre et dit avec enthousiasme à Musashi qu'il devrait devenir le plus puissant groupe de Bushi de tous les temps. Soudain, des adorateurs postés sur une tour de guet annoncent l'arrivée d'un groupe de Bushi. Ils voient un bâtiment géant en mouvement avancer vers le Kishin, détruisant tout sur son passage, y compris sa barrière. Plusieurs guerriers Bushi sur Kitetsuki jaillissent du bâtiment et font un trou encore plus grand dans son estomac. Ils se mettent en ligne devant le Kishin et utilisent leurs épées pour voler. Admiratif devant la puissance des Bushi, le capitaine du groupe, Natora Takeda, s'approche de Musashi et Kojiro et leur dit de déguerpir car c'est trop dangereux. Cependant, ils rétorquent qu'ils sont aussi des Bushi, ceux qui ont fait le trou dans le ventre du Kishin. On se moque de cette affirmation car ouvrir son ventre ne lui fait rien. Effectivement, le Kishin se soigne comme la dernière fois et crée une tempête de feu autour de lui. Kojiro réalise que ce démon est hors de leur portée et exhorte Musashi à battre en retraite, mais Musashi tient bon, incapable de renoncer à ce qui devait être leur première réussite en tant que groupe de Bushis. Il traverse les flammes, tue un des démons chats sur son chemin et affronte le Kishin. Cependant, peu importe ses efforts, le Kishin se répare instantanément. Un fouet vert lumineux l'entoure et le tire vers le camp des Bushi. Il essaie de les défier, mais le capitaine Takeda le ramène à la réalité, montrant qu'une bande entière est nécessaire pour tuer un Kishin, car les attaques superficielles sont vaines. Si Musashi se bat seul, il ne fera que sacrifier sa vie sans jamais le vaincre. Notre stupide Musashi ne reste pas en place et se libère de ses liens pour attaquer seul. Pendant ce temps, Kojiro reste figé, incapable de faire quoi que ce soit, quand il entend les Bushi parler de l'attaque visant la corne centrale du Kishin. Il sait qu'il ne peut pas rester les bras croisés pendant que son ami risque sa vie, alors il décide de découvrir ce qu'est cette corne centrale. Musashi fonce dans la zone d'attaque, comptant frapper le Kishin à répétition au même endroit pour le vaincre. La formation céleste de l'aile de la grue pour frapper le noyau échoue car il le fait tomber. Il persiste, mais un sentiment de terreur le hante alors que les mots du capitaine résonnent. Cependant, la voix de Kojiro retentit du sol, disant à Musashi d'attaquer la grande corne centrale dans son nombril car c'est son point faible. Musashi le frappe hardiment, mais son katana se brise comme une brindille au contact. Le capitaine Takeda le pousse et lui dit de rester en arrière pour la 100e fois. Il tranche la corne d'un seul coup de son épée lumineuse, vainquant le Kishin tandis que les membres de son groupe l'acclament. Le Kishin se désintègre. Les Bushi l'entourent, épée levée, une lueur blanche les enveloppe. Takeda explique qu'ils absorbent l'énergie du Kishin tombé. Les mineurs épuisés remercient le groupe de les avoir sauvés du terrible Oni. Le capitaine Takeda s'adresse à la foule, jurant d'abattre tous les Kishin et de rendre le monde sûr pour l'humanité. Un adorateur capturé crie que leur résistance féodale dure depuis 150 ans, ne faisant que nuire aux civils. Le capitaine répond qu'il a entendu ça toute sa vie, mais préfère se battre pour la liberté plutôt que de vivre dans une fausse stabilité qui force les gens à suivre les désirs de l'Oni.
C'est le rêve Bushi, transmis de génération en génération, les rendant plus forts. Il proclame que cette génération vaincra les Oni. Pendant que tous célèbrent, Musashi est frustré et amer d'avoir vu son premier prix voler. Le capitaine s'approche de lui et Kojiro s'excuse en riant de leur avoir coupé l'herbe sous le pied, ce que Kojiro accepte. Voyant tout le monde heureux, Musashi décide de garder ses sentiments et s'éloigne sans un mot. Le capitaine et sa bande le suivent, se moquant de lui, le traitant de mauvais perdant. Il craque et exprime toutes ses frustrations. Le capitaine Takeda reconnaît son potentiel et lui donne un grand cristal comme prix de consolation pour lui avoir volé la vedette. Plus tard, Kojiro et Musashi inspectent le cristal et voient qu'il fonctionne comme un télescope. Kojiro se souvient avoir déjà vu ce cristal. Il sort le parchemin de son père et y voit un homme tenant un objet similaire. Musashi remarque que le motif du kaléidoscope ressemble à la grande chose rouge au centre du parchemin, que Kojiro identifie comme un Oni. Musashi réalise que le capitaine Takeda leur a donné ça pour trouver les Oni. Ils lisent le parchemin et découvrent plus de 100 Kishin à Inamoto, dont Lingoku Tengu vaincu. Le parchemin prophétise que quand les Bushi vaincront tous les Kishin, Inamoto sera unifié. Un seul sera responsable de cette victoire et union, le grand unificateur, qui deviendra le nouveau roi de Inamoto. Gonflé à bloc, Musashi va voir la bande Takeda pour dire au capitaine qu'il unifiera la Terre. Le capitaine répond qu'il ne pourra pas le faire seul. Musashi souligne qu'eux non plus n'y sont pas parvenus en 150 ans. Si personne ne peut le faire, Musashi sera celui qui réussira. Takeda a aimé sa confiance et lui souhaite bonne chance. Le lendemain, lui et Kojiro quittent leur ville pour chercher leur prochain Kishin. Voyant le pic de Tatsuyama si petit de loin, Musashi pense qu'il aurait passé sa vie à miner pour les Oni si Kojiro et son père ne lui avaient pas appris l'escrime. Il pousse le voyage économique à l'extrême, avec peu de provisions et une natte de paille. La nouveauté de l'aventure s'estompe en une semaine, ils se disputent pour des broutilles. Musashi reproche à Kojiro d'avoir si peu emporté, mais celui-ci dit qu'il n'aurait pas dû lui laisser toute la responsabilité des bagages. Il traite Musashi de choyer et montre son autonomie, acquise après la mort de son père, en pêchant habilement. Musashi s'en va en trombe, marmonnant qu'il prouvera bientôt ses talents de pêcheur. Après son départ, Kojiro regrette cette dispute futile et s'avoue que Musashi est plus doué au combat. Soudain, il sent une présence derrière lui et voit la silhouette d'une fille. Pendant ce temps, Musashi pêche sans succès et regrette leur dispute pour la nourriture. Il va au coin de pêche de Kojiro pour faire la paix, mais il n'est plus là. Il le trouve plus loin, étendu. Il panique, son ami est blessé au visage par une épée. Avant que Kojiro ne puisse le prévenir, une fille aux cheveux verts, Sugi, apparaît derrière Musashi, le plaque au sol et exige tous leurs objets de valeur, y compris le Keditsuki. Ce serait trop beau, Musashi se libère et la combat facilement, la trouvant légère et faible, mais rapide. Désavantagée, elle sort des armes effrayantes, mais un corps retentit au loin, la stoppant. Elle panique, il est midi passé et ne veut pas fâcher son seigneur. Elle pille leur équipement et s'enfuit. Perplexes, les garçons la suivent pour récupérer leur seul moyen de transport. Elle arrive à la forteresse de Kozumetaban, s'excuse frénétiquement auprès de son seigneur, le capitaine Hideo Kozumeda, d'être en retard, mais l'informe qu'elle a volé le Keditsuki comme il l'avait ordonné. En entendant cela, Kosumeta lui sourit chaleureusement et la serre dans ses bras, lui disant qu'elle fait son devoir de Bushi pour réunir le pays. Peu après, Musashi et Kojiro arrivent à l'entrée de la forteresse et réalisent qu'ils vont rencontrer une autre bande de Bushi. Ils errent dans les couloirs infinis à la recherche de leur monture quand Tsugumi apparaît et leur propose de leur montrer leur kit à Suki, affirmant qu'elle n'avait fait que l'emprunter. Elle leur dit étrangement de la suivre, ce qui semble très suspect d'emblée. En la suivant, ils découvrent mieux l'intérieur de la forteresse et sont étonnés de voir une ville animée à l'intérieur. Tsugumi explique que les Kishin n'apparaissent pas partout à Hinamoto et les bandes de Bushis doivent toujours être bien équipées pour les combattre. Ainsi, les forteresses des bandes de Bushi peuvent voyager et contiennent aussi une grande communauté de fermiers, forgerons, médecins et tout ce dont on peut avoir besoin pour un approvisionnement continu en ressources. Les familles qui vivent dans ces forteresses le font depuis des centaines d'années, donc les bandes de Bushi sont comme de grandes familles qui combattent ensemble. En les faisant visiter, ils rencontrent des enfants qui veulent s'entraîner avec Tsugumi, mais elle est trop fatiguée, alors Kojiro prend sa place.
Pendant qu'il joue avec eux, Musashi raconte à quel point la vie de Bushi semble encore plus agréable qu'il ne le pensait et qu'il ne s'attendait pas à voir autant de familles heureuses, mais le visage triste de Tsugumi raconte une autre histoire. Elle confie que même si tout le monde dans la bande agit comme une grande famille, elle n'a pas de parents de sang ici. Elle avait une sœur aînée, Tsubaim, qu'elle admirait, mais un jour elle a été tuée, laissant Tsugumi seule. Musashi compatit avec elle, révélant qu'il est aussi seul. Plus tard, le capitaine Kosumeta organise un grand festin juste pour les accueillir tous les deux et déclare qu'il attend avec impatience une alliance avec eux. Il dit qu'il a examiné leur Keditsuki et en voyant à quel point il est haut de gamme, il a réalisé qu'ils devaient être des Bushi d'élite qui ont tué de nombreux Kishin. Les deux rient timidement, ne sachant que dire. Le capitaine propose qu'ils combattent aux côtés de sa bande pour se débarrasser des nombreux Onis errants de la région. Ainsi, ils pourront minimiser les pertes et partager le Kitetsu. Musashi demande ce qu'est le Kitetsu et Kojiro semble aussi perplexe. Après avoir découvert qu'ils ne savent pas ce qu'est le Kitetsu, il les juge inutiles et ordonne à Tsugumi de les ligoter. Elle tire ses deux lames, d'où elle déchaîne des fouets verts lumineux pour les capturer, et les regarde avec des yeux hantés en disant pardon. Le capitaine dit à ses hommes de les enfermer dans une cellule et de fouiller leurs affaires, car ils pourraient avoir d'autres Kitetsu cachés, étant donné qu'ils ont un bon Keditsuki. Tsugumi est forcée de s'excuser, car elle a échoué dans sa mission d'amener de puissants Bushis à utiliser. Il la traite de fille inutile et stupide. La bande est au bord de la ruine car il manque de combattants et de Kitetsu après de nombreux combats successifs avec des Onis. Il a l'intention de défendre la terre que le seigneur Takugawa lui a laissée à tout prix, envisageant même d'ordonner une mobilisation totale lors de la prochaine attaque d'Onis. Tsugumi tente de protester car la plupart des civils adultes de la ville sont des femmes et des personnes âgées, mais il la force à se taire. Terrifiée, elle retrouve son état soumis et demande à son seigneur ce qu'elle doit faire ensuite. Il change instantanément d'attitude, passant d'hostile à chaleureux, et lui dit qu'il sera toujours là pour elle car elle est inutile sans lui, donc elle n'a qu'à faire ce qu'il lui dit. Waouh, c'est super toxique. Plus tard, Tsugumi s'approche des garçons enfermés et leur demande s'ils cachent des Kitetsu. Réalisant qu'ils ne savent vraiment pas ce que cela signifie, elle explique que le Kitetsu est la poussière de fer blanche et lumineuse qui s'échappe d'un Kishin vaincu, que les Bushi utilisent pour gagner en puissance et combattre les Kishin. La bande en a un besoin urgent car un troupeau de dangereux Kodama Oni approche rapidement du château. Musashi remarque ses mains tremblantes et l'incite à partager ce qu'elle pense. Elle réalise qu'elle a refoulé beaucoup de choses, comme son opposition à la décision de mobilisation totale et son aversion pour l'idée que tout le monde meurt. Elle se met à pleurer et crie à Musashi d'arrêter de lui prendre la tête avant de s'enfuir. Plus tard cette nuit-là, les deux s'échappent grâce aux incroyables talents de tireur de Kojiro qui lui permettent d'obtenir la clé pour déverrouiller leurs cellules. Ils retrouvent leur Keditsuki, mais entendent un profond grondement au loin, signalant que de mauvaises nouvelles approchent rapidement du château. Au même moment, à l'intérieur du château, le seigneur Kosumeta apprend l'arrivée d'une vague d'Onis et ordonne à Tsugumi de lancer la mobilisation totale. Elle décide de ne plus garder le silence et déclare ouvertement qu'elle est contre cette décision. Furieux, Kosumeta est sur le point de la frapper, mais se retient et choisit une autre tactique de manipulation. Il se met à pleurer pour exprimer sa déception que l'orpheline qu'il a traitée comme sa propre fille toutes ces années se soit retournée contre lui, et maintenant qu'elle est inutile, il menace de la jeter du haut du château. En la faisant pendre au-dessus du bord de la balustrade, il lui dit qu'elle n'est plus membre de la bande et qu'elle doit vivre le reste de sa vie seule dans la nature. Terrifiée à l'idée d'être seule, elle accepte de faire ce qu'il dit tant qu'il ne l'abandonne pas. Elle s'assied devant l'énorme tableau d'elle, Tsubaim et le seigneur. Elle repense aux fois où Kosemeta a traité Tsubei comme elle et comprend l'impact sur sa confiance et son bien-être. Elle dit à sa sœur qu'elle défiera le seigneur pour protéger les habitants. À ce moment, Musashi et Kojiro défoncent en haut le mur du tableau avec leur Kitetsuki. Ils lui donnent un discours d'encouragement. Elle propose de leur montrer leurs armes s'ils l'aident. Une fois armés, ils élaborent un plan pour mettre les habitants en sécurité. Pendant ce temps, le seigneur Kosemeta informe les civils de l'énorme essaim de Kodama Oni fonçant vers le château et les exhorte au combat. N'ayant jamais vu la guerre, ils sont inquiets et tentent de fuir. Mais des soldats armés leur bloquent le passage. Tsugumi attire l'attention en lançant des bombes fumigènes.
Elle dit que le devoir du Seigneur est de défendre son peuple. Envoyer des non-combattants au combat est imprudent, menant à des pertes irrécupérables. Il devrait s'abriter jusqu'à ce que l'essaim passe, puis chercher l'aide de Takugawa. En fait, elle détourne l'attention du Seigneur pour que tous puissent s'échapper. Pendant son discours, Musashi et Kojiro utilisent la fumée pour assommer les gardes. Personne ne peut empêcher les habitants de s'échapper, mais à leur surprise, personne ne bouge. Tsugumi réalise qu'ils ont tous encore peur du Seigneur, comme elle l'a été. Elle pense que seule la vaincre les sortira de leur peur. Mais il la plaque au sol dès le début du combat, car c'est lui qui l'a formée. Il la frappe au sol, leur faisant la leçon sur leur faiblesse et leur impuissance sans lui. Il la relève, lui ordonne d'obéir et la frappe, mais elle lui crache du sang au visage. Elle déclare qu'elle ne l'écoutera plus et active ses doubles lames pour le combattre. Elle le ligote avec sa corde verte, puis les civils s'échappent de justesse de la forteresse avant l'arrivée de l'essaim Oni. Tout le monde s'échappe, sauf Kosemeta et Tsugumi. Elle sait que même en courant, elle n'aura pas le temps de survivre. Elle se demande si sa sœur pensera qu'elle a fait le bon choix au paradis, mais s'avoue qu'elle aimerait vivre plus longtemps. Elle entend la voix de Musashi tout près et ouvre les yeux pour le voir lui tendre la main depuis le Kitetsuki. Elle saisit sa main et monte sur la moto pour une grande évasion. La forteresse est en ruine après l'attaque Oni, mais les gens semblent plus heureux que sous le règne du Seigneur grâce à la positivité de Tsugumi. C'est un choc quand une vieille femme s'approche de Musashi et Kojiro pour leur demander de la chasser de la forteresse. Elle explique qu'après avoir été trahie, Kosemeta a sombré dans la folie et est plus obsédée par Tsugumi que jamais. Si elle se retrouve avec lui, elle retombera dans ses manipulations. L'idée de laisser sa forteresse et son peuple la met en larmes. Finalement, elle décide de quitter la ville et demande à rejoindre les garçons comme membres du groupe. Ils acceptent. Le lendemain, ils partent avec leurs nouvelles membres. Tsugumi reçoit un adieu chaleureux des habitants, qui courent derrière leur Kitetsuki avec des pissenlits. Leur prochain arrêt est tout droit, où un Kishin bleu devrait se trouver selon le cristal kaléidoscopique. Ils installent un camp après avoir parcouru une certaine distance. Pendant que tout le monde dort, un Oni émerge d'un trou et s'empare de l'épée de Kojiro. Musashi le suit avec un bâton métallique et le rattrape pour frapper sa corne. Cependant, le bâton se fend en deux. L'Oni le mène à un paysage ouvert rempli d'épées. Musashi ne sait pas quoi en penser quand un homme encapuchonné lui dit qu'il peut emprunter une des belles épées pour vaincre l'Oni. Le voir manger les épées de Kojiro le pousse à l'action et il saisit une des épées. En la soulevant, il est enveloppé d'énergie pure et son corps est transpercé de pointes. Sentant son bras en feu, il utilise ce nouveau pouvoir pour désintégrer l'Oni. Stupéfait par la puissance de l'épée, Shito lui révèle qu'il a utilisé une lame de Ketetsu. La poussière de fer de l'Oni est absorbée par la lame, comme pour le groupe Taikita, mais elle se brise. Il s'excuse auprès de Shiro, qui lui dit qu'il n'en avait pas besoin, c'était une lame de pacotille. Cependant, il note que Musashi en a tiré plus de puissance que prévu et se demande si c'est lui qu'il cherchait. À ce moment, une femme arrive et le réprimande pour ses manigances avec les épées, ce qui le pousse à divaguer sur les subtilités de chaque belle lame. Elle s'excuse au nom de son maître pour son excentricité, puis ils s'en vont. Musashi leur demande qui ils sont. Ils répondent qu'ils sont des chiens sans nom à louer. Kojiro et Tsugumi arrivent sur les lieux pour aider Musashi. Il répond à leurs appels et compte leur présenter les deux mystérieuses personnes, mais celles-ci ont disparu avec toutes les épées quand ses compagnons arrivent. Il leur raconte les événements, mais ils ont du mal à le croire et lui demandent s'il n'a pas rêvé. Il est sûr que tout était réel et dit qu'il a hâte d'utiliser une lame de Katetsu à nouveau, même s'il ne sait pas vraiment ce que c'est. Tsugumi leur montre ces deux lames et dit qu'elles sont faites de Katetsu, le seul matériau qui permet à un manieur de couper la corne d'un Oni. Fascinés, Musashi et Kojiro s'attendent à ce que ce matériau et ses armes soient super rares et sont excités à l'idée de partir en quête pour en obtenir, mais Tsububi leur dit d'en acheter simplement une. Elle explique que chaque fois qu'un Kishin apparaît, un tas de groupes de Bushi suivent aussi. Naturellement, les marchands en profitent et viennent aussi dans ces lieux pour vendre une variété de marchandises, y compris des armes Kitetsu. Elle les conduit à un tel marché pour qu'ils puissent acheter leur première lame Kitetsu avant de commencer leur mission de chasse aux Oni. Musashi s'émerveille à la vue de ce marché animé rempli de bushi. Toutes les marchandises sont vendues au plus offrant lors d'enchères, et les affaires se font en utilisant des Kitetsu et des unités fixes appelées sen comme monnaie. Comme les lames Kitetsu sont les plus grandes attractions, elles sont gardées pour les dernières enchères. En attendant, ils vont dans un restaurant de ramen pour se remplir l'estomac. En mangeant, un vieil homme ivre les aborde et leur demande de quel groupe ils font partie, ce qui leur fait réaliser qu'ils n'ont pas encore choisi de nom. Cela amuse beaucoup le type,
car il part en riant comme s'il venait de voir quelqu'un s'asseoir sur un coussin péteur lors d'un premier rendez-vous. Sugumi explique que choisir qui sera le capitaine parmi eux est très important car cela facilite la compréhension des ordres que les membres du groupe sont censés écouter, et le groupe est conventionnellement nommé d'après le nom de famille du capitaine. Sans hésiter, Musashi suggère que Kojuro soit le capitaine, expliquant qu'il n'a pas de nom de famille de toute façon, et que tant qu'ils partagent le même rêve, cela n'a pas d'importance. Cela règle la question plus vite et plus proprement que quiconque ne l'aurait imaginé, et leur groupe acquiert le nom de groupe Kanameki. L'heure de la vente aux enchères des lames Kitetsu arrive, et une foule excitée se rassemble en un rien de temps. D'abord, 25 épées sont mises aux enchères par le groupe Rizoji. Musashi se demande laquelle il devrait surveiller. Le chef des forgerons du groupe Rizoji, Osofune Mitsuru, répond qu'il n'a pas besoin de tant réfléchir et devrait acheter celle dont il tombe amoureux au premier regard, car les bushi et leurs armes sont fortement attirés les uns par les autres. Après avoir découvert qu'il n'a jamais acheté de lame Kitetsu, elle proclame que c'est un grand jour pour lui car choisir une lame est un rite de passage pour les bushi. Après le battement d'un tambour, les bushi intéressés sont invités à se placer devant la lame qu'ils désirent. Musashi choisit une épée noire et rouge nommée Wodachi Denma, probablement parce qu'elle correspond à sa tenue. Kojiro n'est pas aussi décisif et cherche un moment avant de choisir un katana appelé fleur de cerisier vorpal, car il remarque que personne n'y prête attention et s'y identifie. Que quelqu'un fasse un câlin à ce gars. Osofune leur dit qu'ils ont tous deux un bon œil et de prendre leurs épées. Musashi y va le premier et est envahi d'une étrange sensation. Osofune et Sugumi expliquent qu'ils passent l'épreuve de l'épée, qui décide s'il est assez bushi pour manier la lame. Ce n'est qu'après avoir réussi cette épreuve qu'une personne peut utiliser la lame. Kojiro saisit la poignée de son katana et sent immédiatement son pouce accélérer et quelque chose de fort parcourir ses veines. Il vit une expérience de mort imminente où sa vie défile devant ses yeux, mais une fois terminée, l'épée s'illumine d'une aura bleue et des ailes de pierre lumineuses jaillissant de son corps. Cela fait de lui le propriétaire officiel de la lame Kitetsu. Il voit d'autres bushi briller de couleurs différentes. Osofune explique que tous les bushi ont des âmes colorées, et les minéraux des lames brillent pour correspondre à leur couleur. Selon la couleur, il y en a 5, une lame Kitetsu a des pouvoirs différents. Le bleu de Kojuro est assez courant, et selon Osofune, chaque groupe devrait avoir au moins un rouge. Musashi flottait toujours dans les airs en plein milieu de l'épreuve. Dans sa conscience, il est de retour dans sa ville natale, Tatsuyama, qui semble baigner d'une atmosphère sinistre. Le bruit des adorateurs d'Oni en colère résonne à ses oreilles, et il réalise qu'il est revenu dans le passé, au moment où il a vu le père de Kojiro, Jizai, dans ses derniers instants avant son exécution. Jizai regarde le jeune Musashi et lui dit quelque chose qu'il n'entend pas. Il tente désespérément de comprendre, mais est tiré du souvenir et voit une femme inconnue. Elle lui dit aussi quelque chose qu'il n'entend pas, puis l'étreint. Il baisse sa garde, car elle est chaleureuse et réconfortante, mais elle se transforme soudain en une forme musclée géante, lui tirant les bras et criant qu'elle n'a pas besoin de lui. Il retourne enfin dans le monde réel, où une aura noire menaçante l'entoure et des pointes noires jaillissent de son corps. Osofune reconnaît l'aura noire des légendes et craint qu'il ne soit maudit. Musashi essaie d'autres épées, mais la même aura noire l'entoure et il échoue à toutes les épreuves. Alors qu'il s'apprête à essayer sa 7e épée, Osofune lui annonce enfin la mauvaise nouvelle. Elle explique que ceux qui ont des âmes noires et consumées sont maudits et rejetés par toutes les lames Kitetsu, et qu'il ne peut rien y changer. Il n'a d'autre choix que de renoncer à être un bushi. C'est un coup terrible pour lui, car il en a rêvé depuis toujours. Kojiro et Sugumi essaient de le réconforter, quand soudain, un énorme Oni Tororo atterrit entre eux. Des alarmes signalent l'arrivée d'un Kishin au sommet, qui envoie des Oni mineurs attaquer la ville. Musashi est rempli de terreur pour la première fois, car il sait qu'il ne peut rien faire pour les vaincre. Kojiro le sauve de justesse d'une mort certaine, avec sa nouvelle lame Kotetsu. Avec son nouveau sentiment de puissance, il sauve une mère et son enfant d'un autre Oni qui le remercie chaleureusement. Il est émerveillé de recevoir de la gratitude pour avoir sauvé des gens avec son épée, chose jamais vue à Tatsuyama. Après l'extermination réussie des Onis, Musashi observe Kojiro se faire féliciter de loin et accepte son destin de non-bushi. Il lui dit de laisser Sugumi derrière et de rejoindre les autres au sommet pour combattre le Kishin. Sans un mot, Kojiro se détourne et commence à marcher, et Sugumi le suit hésitante. Une fois seul, l'homme à l'épée sans nom d'avant, Shiro Inukai, apparaît à côté de lui et dit qu'il a vu toute son épreuve.
Il révèle qu'il a la même aura noire et que Musashi fait partie des leurs. Il explique qu'il peut devenir très puissant et utiliser des lames Katetsu s'il s'abandonne au sentiment de l'épreuve et accepte les pierres noires sur son corps. Il fait ensuite une démonstration coupant un grand carré au sol en morceaux pour créer une fosse géante. Il lance une lame Kitetsu à Musashi et lui dit de passer l'épreuve pour devenir lui-même une puissante lame Kitetsu. Confus, Musashi déclare qu'il ne veut pas devenir une épée, il veut se battre avec ses amis. C'est un dilemme, et l'homme suggère que ses amis soient aussi transformés en épée pour vaincre les Oni ensemble. Musashi rejette cette idée, alors l'homme le pousse, lui et la lame Kitetsu, dans la fosse. Pendant ce temps, Kojiro gravit la montagne en hâte avec Tsugumi qui lui crie de se calmer. Elle lui demande si c'était bien de laisser Musashi derrière, si abattu. Il répond qu'il ne pouvait rien dire pour le réconforter, alors il a décidé d'avancer et d'attendre que Musashi se remette. Tsugumi pense que l'aura noire pourrait signifier autre chose, car elle est très rare et n'est mentionnée que dans les légendes. Peut-être est-ce un signe qu'il vient d'une famille légendaire et possède des pouvoirs incroyables. Kojiro explique que ses parents étaient de simples fermiers et qu'il était le dernier enfant bushi de la ville, vivant avec son père en isolement pour éviter le harcèlement. Il a passé son enfance seul jusqu'à ce que Musashi, toujours excentrique, le trouve et lui demande d'apprendre l'escrime, bien que ce soit tabou. Ses parents étaient de bonnes personnes, sans préjugés, qui acceptaient Kojiro et son père. C'était dommage qu'il tombe malade et meure. Si ce n'est pas à cause de ses parents, Tsugumi se demande pourquoi les lames Kitetsu rejettent Musashi. De retour à la fosse, Nano Inusaka, la femme d'avant, demande ce qui est arrivé à Musashi. Après avoir appris qu'il a été jeté dans la fosse, elle suppose que Shiro lui a vendu de doux mensonges pour se rapprocher, confirmant que la déesse d'obsidienne qu'il cherchait est en lui avant de le pousser. Elle est triste pour lui, car une terrible décision l'attend. Musashi, qui tombait depuis un moment, arrête sa descente en saisissant la lame Kitetsu lancée après lui. Au contact, des pierres noires jaillissent de son corps. Il doit choisir entre tomber dans le magma rougeoyant ou abandonner sa conscience pour devenir une pierre noire. Musashi ignore la douleur et utilise les pierres pour escalader le mur, mais une voix féminine dit qu'elle ne le lui permettra pas. D'autres pierres jaillissent de son corps, le faisant tomber dans le magma. Il se retrouve dans un espace inconnu avec la déesse d'obsidienne qui lui dit de rester avec elle. Il refuse car il veut se battre avec ses amis, elle reprend sa forme démoniaque et lui dit qu'ils n'ont pas besoin de lui. Elle le force à revivre la mort de ses parents et de nombreux autres, lors d'une épidémie. Les habitants les ont blâmés pour la tragédie à cause de leur manque de foi envers les Oni et de leur compassion pour les Bushi. Personne ne voulait l'accueillir après qu'il soit orphelin. Une famille l'a élevé à condition qu'il n'attire pas l'attention pour ne pas être connu comme les aides du fils de blasphémateur. Il obéit jusqu'au jour où un homme de la famille oublia son déjeuner. Il sortit le lui apporter en public. La famille, honteuse de l'avoir accueilli, cessa de reconnaître son existence. Désespéré d'affection et de se sentir utile, quand on lui demanda de jeter une pierre sur le père de Kojiro pour prouver qu'il n'était pas comme ses parents, il le fit et dit que tous les Bushi devaient mourir. La déesse lui dit qu'il a toujours voulu se sentir utile, c'est pourquoi il agit ainsi. Il ne veut être un Bushi que pour être utile et apprécié de son ami. Une personne comme lui ne pourra jamais manier une lame Kitetsu. Des roches noires commencent à pousser sur son corps. Elle lui dit qu'ils ont la même âme et qu'elle risque d'être capturée s'il va se battre sans capacité. Ils devraient rester ici ensemble pour toujours. Alors que son corps est entièrement recouvert de roches, Kojiro et Tsugumi atteignent la cuisine au sommet. Stupéfait, il voit qu'elle n'a pas de tête et se demande si elle est morte. Tsugumi souligne qu'elle serait devenue Kitetsu. Kojiro sait que Musashi reviendra l'aider, alors il cherche son point faible pour l'instant. Aucun des Bushi ne trouve sa corne, il suppose qu'elle est dans sa tête manquante. Shiro apparaît sur la cuisine et annonce que son intuition est juste, car c'est lui qui l'a caché. Encerclé par des hommes d'une bande de Bushi, il les tue en levant son épée et déclare qu'il est venu prendre toutes leurs lames Kitetsu, il va tous les tuer. Les Bushi ne sont pas des mauviettes, ils tentent de l'abattre, mais il les domine. Il entend le nom de Kojiro et le poursuit, disant que la mort d'un Bushi est glorieuse, car leur âme réside dans leur lame et que Musashi est déjà une lame Kitetsu. La déesse d'obsidienne est satisfaite que Musashi soit entièrement devenu pierre noire, car elle n'a plus à s'inquiéter de leur sécurité. Elle voit une lumière verte au loin et est dépitée de savoir que cacher son corps sous le magma n'a pas suffi. Musashi est repêché de la fosse de magma par Nano qui le croyait déjà transformé en pierre noire. Musashi la remercie et court aider ses amis au sommet.
Il sait que la déesse d'Obsidienne s'est trompée sur la raison de son désir d'être un Bushi. La suite du flashback montre qu'il est allé chez Kojiro pour s'excuser auprès de son père d'une chose cruelle. Son père a compris sa position difficile et l'avait déjà pardonné. Il lui dit qu'il les avait sauvés, lui et son fils, par sa compassion. Il voulait qu'ils vivent une vie longue et heureuse. Après cela, il a accueilli Musashi et l'a élevé comme son propre enfant. Il a appris de sa nouvelle figure paternelle qu'être un Bushi signifie jurer fidélité à ce que l'on chérit et ne jamais y renoncer. Kojiro réalise que Shiro le vise spécifiquement, alors il l'affronte de front, mais est facilement vaincu et manque de se faire tuer, quand Shiro sent l'arrivée de Musashi et s'arrête. Kojiro et Sugumi sont contents de le revoir et lui demandent s'il peut manier une lame Kitetsu maintenant qu'il en tient une. Musashi répond qu'il ne brille pas comme les autres Bushi, mais que la pierre noire a cessé de jaillir de son corps, donc cela doit signifier un progrès, non? Non? Nano arrive sur les lieux et s'excuse auprès de Maître Shira de l'avoir sorti avant qu'il ne se transforme complètement en pierre et tentera de le tuer en guise de compensation. Elle démonte sa lame pour en faire 7 qui les attaquent comme des roues meurtrières. Musashi essaie de toutes les esquiver et de l'attaquer directement, mais est repoussé par un champ de force. Ils réalisent qu'ils doivent probablement vaincre ces 7 lames avant de pouvoir l'atteindre, alors Kojiro élabore un plan. De manière inattendue, Musashi et Sugumi courent dans des directions différentes, tandis que Kojiro se tient devant Nano. Comme sa vraie cible est ce Musashi, elle envoie toutes ces 7 lames vers lui, mais elles sont attrapées par les fouettes de Tsubumi comme prévu. Pendant que ces lames sont bloquées, Musashi en tranche une. Elle considère cela comme une simple égratignure car elle a encore 6 lames, mais Shiro entre dans l'arène. Elle essaie de leur dire qu'ils n'ont pas encore besoin de se battre ensemble car elle peut encore les gérer, mais il lui dit avec condescendance qu'ils ne vont pas se battre ensemble car il n'a pas besoin de son aide minable. D'un coup d'épée, il retourne la montagne, faisant tomber la plupart des hommes Bushi vers leur mort, tandis que Musashi, Kojiro et Subaru s'accrochent à peine à leurs épées. Shiro découpe des parties de la montagne pour faire tomber les hommes Bushi qui s'accrochaient, tout en considérant les bandes de Bushi comme une bande d'insectes faibles qui s'agglutinent pour essayer de battre les Oni. Il croit que la bonne façon de vaincre les Oni est de devenir le Bushi le plus fort avec la lame Kitetsu la plus puissante. Il frappe le sol avec son épée, envoyant une onde de choc qui force tout le monde à tomber. Musashi pense que c'est fini pour lui, mais la déesse obsidienne apparaît et utilise ses dernières forces pour arrêter le temps et le sauver, car s'il devait mourir, Shiro la capturera et l'utilisera pour ses pouvoirs. Cependant, il rejette sa tentative de sauvetage car il sait qu'il ne peut pas vivre sans les autres à ses côtés. La déesse apprécie sa capacité à se faire des alliés pour combattre pour sa cause, un trait précieux essentiel pour que les humains puissent l'emporter victorieux sur le fort Oni. Alors elle lui confie son pouvoir et reprend le temps. De grosses pierres noires apparaissent sur la montagne qui font appel à l'énergie de toutes les lames de Kotetsu comme un aimant. Shiro perd également son épée, qui est attrapée par Musashi, qui a maintenant de longs cheveux noirs après avoir fusionné avec une déesse. Capturer son épée annule la technique de retournement de la montagne, ramenant le buisson en sécurité. Ensuite, la déesse brandit la lame Kitetsu avec son corps comme récipient. Nano essaye d'attaquer, mais elle détourne toute l'énergie de sa lame, expliquant que le pouvoir de la pierre noire est de contrôler l'énergie de la lame en la repoussant ou en l'attirant comme un puissant aimant. Cependant, les personnes possédant cette capacité ne peuvent pas utiliser les lames Katetsu car elles sont confuses face au vortex du magnétisme. Kojiro se rend compte que cette capacité rendrait Musashi invincible, mais elle souligne que ce n'est que temporaire car son existence est fragile sous cette forme et elle perd rapidement son pouvoir dans ce monde. Lorsqu'elle devra inévitablement se rendormir, il aura besoin de l'aide de ses amis pour vaincre Shiro et Nano. En entendant cela, Kojiro promet de ne jamais laisser Musashi mourir. Dans le temps très limité qui lui reste, elle puise dans l'énergie de toutes les lames à proximité pour infliger une attaque à Shiro et Nano qui démontre la puissance d'une force unifiée. Dans leur conscience commune, la déesse dit à Musashi qu'elle se battra pour la dernière fois dans le monde des mortels avant de s'endormir, et que c'est dommage que le père de Kojiro, Jisei, soit mort avant de terminer ce qu'ils ont commencé. Après avoir dit cela, elle déclenche une puissante attaque pour chasser Shiro et Nano. Musashi revient à son état normal et Kojiro et Sugumi courent pour le serrer dans ses bras.
Osifune et les autres membres du groupe le remercient de lui avoir sauvé la vie et lui proposent de lui donner une meilleure lame Kitetsu pour remplacer celle qu'il a cassée en raison d'une absorption trop importante d'énergie de la lame. L'autre buisson remarque une grande fosse où était censé se trouver le Kishin décapité et se demande où il est passé. Ailleurs, Shiro et Nano parviennent à s'échapper avec Kishin capturé grâce à sa technique de sculpture. Malgré sa défaite, il est heureux d'avoir enfin trouvé la déesse obsidienne et est sûr qu'il la capturera la prochaine fois. Le lendemain, Musashi tente à nouveau l'épreuve de l'épée devant un public avec la même lame avec laquelle il a échoué la dernière fois. Cependant, Kojiro et Sugumi pensent que la pierre noire n'apparaîtra pas maintenant parce que la déesse est endormie. Il prend une profonde inspiration et saisit l'épée. Instantanément, une lueur rouge vif l'entoure et il réussit glorieusement l'épreuve. Tout le monde le félicite d'avoir une lueur rouge car c'est la plus rare des 5 couleurs. Après le test, il prend Kojiro à part et lui demande si son père a déjà mentionné quelque chose à propos de la déesse obsidienne parce qu'elle l'a mentionné comme si elle le connaissait. Kojiro dit qu'il n'en a aucune idée car il n'a laissé derrière lui que son katana, son parchemin et sa monture Kititsuki. Cela amène Musashi à se demander où Jizai a obtenu un Kitatsuki puisque personne d'autre dans le village ne l'avait. Peut-être qu'il avait des relations en dehors de Tatsuyama. Le camp touffu se dissout plus tard dans la journée, mais Musashi et Sugumi ne peuvent pas bouger car Kojiro est parti quelque part depuis un certain temps. Il revient et explique qu'il était allé leur chercher des fournitures et une carte d'Inamoto. Il semble posséder une nouvelle motivation pour explorer le monde touffu dont son père lui parle depuis si longtemps et décide qu'il est préférable qu'il se dirige vers l'est. Au milieu de leur voyage vers l'est, Musashi sauve la princesse Mikiru Saruhatere, fille du chef de la bande Saruhatere, d'être tuée par un Oni. Elle est sur le point de rejoindre l'alliance Usagi pour une bataille à Harimaport qui décidera du sort de la nation. En signe de gratitude, elle les emmène en voiture. Ils inspectent la carte pour voir une zone noire dans la direction prévue et se demandent de quoi il s'agit. Mikiru suggère qu'ils la rejoignent et se dirigent vers le sud car la zone noire est un géant inimaginable appelé le Kishin Noir, considéré comme le premier Oni apparu à Inomoto. Elle explique que les humains n'avaient aucun moyen de le vaincre à son arrivée. L'humanité s'est divisée en 2 groupes, les buissons qui ont juré de vaincre les Oni et les autres qui ont décidé de les vénérer comme des dieux. À mesure que ces derniers alimentaient de plus en plus les Kishin en minerais, celui-ci devint si grand qu'il recouvrit la moitié du continent. Le père de Mikuru dirige l'un des groupes touffus les plus puissants et est l'un des 5 généraux consacrant sa vie à vaincre le Black Kishin. Après cela, la princesse part continuer son voyage. Kojiro et Musashi se demandent si Juicy savait quelque chose sur le Black Kishin et revérifient son parchemin. Sujimi dit que tous ceux qui font partie d'un groupe touffu portent ces parchemins et identifient le sceau comme étant celui de l'Alliance Usagi, confirmant que le père de Kojiro était autrefois membre du groupe Usagi. Après avoir appris toutes ces informations, Kojiro souhaite savoir qui était réellement son père et suggère de se rendre au port de Harima pour essayer de le découvrir. Musashi et Sugumi acceptent ce changement de plan et se dirigent ensemble vers l'océan dans l'espoir de vivre de nouvelles aventures ensemble en tant que groupe Kanamaki. Ils finissent par arriver au port en un seul morceau et trouvent que le long voyage en vaut la peine, car c'est la première fois qu'ils sont témoins de l'étendue à couper le souffle qu'est l'océan. Il est difficile de manquer le groupe Uozuji avec ses immenses drapeaux emblématiques et sa forteresse mobile géante appelée le château de Shiryu qui surplombe l'horizon. Le trio marche directement vers le château afin de rencontrer le seigneur Yuzugi et de s'enquérir du père de Kojiro. Cependant, ils sont refoulés à la porte par Nao, membre de la première division Yuzugi, qui dit que le seigneur est trop occupé à préparer la bataille pour rencontrer tous les petits frettins qui veulent son autographe. Il leur demande de quel clan ils appartiennent, ce à quoi Musashi indique hardiment les membres du groupe Kanamaki. L'air devient soudain froid et lourd, comme s'ils n'auraient pas dû être là. Neo ordonne immédiatement aux gardes de les appréhender pour les interroger car ce sont des étrangers, mais Musashi commence à agiter ses bras pour se battre. Cependant, son visage touche le sol en 1 seconde lorsqu'il est aveuglé par une attaque d'une pompe aux cheveux orange avec des piercings aux lèvres. Le mec dit à Neo que Musashi est clairement faible et ne vaut pas la peine de s'inquiéter. Avant que la situation ne dégénère davantage, un hélicoptère portant l'écusson Yuzuji atterrit au port. Tout le monde, y compris Tsubumi, s'incline en attendant que le seigneur Yuzuji sorte. Musashi et Kojiro attendent avec impatience l'homme qui pourrait avoir toutes leurs réponses. Mais à la place, apparaît Naotora, le capitaine de Takeitaban.
Musashi court vers lui et le salue comme leur vieux copain, mais Naotora ne le reconnaît même pas. Musashi devient très embarrassé après avoir réalisé qu'il ne se souvient pas de lui, mais Naotora interrompt rapidement l'acte et commence à rire. Soulagé, Musashi le traite de gros con. Cela surprend tous ceux qui sont à genoux, y compris Tsugumi, qui lui demande paniqué comment il se montre si désinvolte avec le capitaine du groupe Taikida et l'un des 5 grands généraux. Nei se souvient que cela fait un moment qu'il n'a pas été un bâton ennuyeux dans la boue, et informe Naotora que le trio doit être placé en garde à vue, mais Naotora arrive dans la pochette et prétend qu'ils sont son peuple. Après cela, il partit voir le chef d'Uzuvi, refusant d'emmener Musashi et Kojuro avec lui. Plus tard, le vice-capitaine du groupe de Taikita, Shunrai, et le membre senior Oishi se voient confier des tâches de garde d'enfants auprès de Musashi, Kojiro et Tsugumi. Ils prennent tous un bateau pour le château de Shuryu, pendant lequel Musashi essaye de les flatter très fort en espérant que le groupe Taikida sera leur auberge pour rencontrer le seigneur Yuzuji, mais Shunrai leur dit sans embâge qu'ils ne seront jamais autorisés à le rencontrer, puisque les buissons, en particulier le clan traditionnel Yuzuji, ne traitent pas les étrangers avec gentillesse, et ils n'ont rien d'avantageux à offrir pour être une exception. Voyant le visage découragé de Kojuro, Musashi le console en lui disant qu'ils trouveront des informations sur son père en courant partout lors du prochain combat de Kishin. Hachi étouffe l'idée dans l'œuf, expliquant que le Kishin qu'ils vont affronter sur l'île d'Awaji s'appelle Yamada no Orochi et est à un tout autre niveau par rapport au Kishin qu'ils ont combattu, donc s'ils galèrent leurs membres, ils devraient rester à l'écart. C'est parce que c'est l'un des 4 fléaux, ce qui signifie qu'il s'agit essentiellement de l'un des descendants nés du Kishin noir. Le vaincre est un tremplin supplémentaire vers la défaite du Black Kishin, car tout ce que mangent les 4 enclins fait grandir le Black Kishin. Cependant, c'est plus facile à dire qu'à faire car le pays est invaincu depuis 150 ans. Une fois arrivé au château de Shiryu, le trio s'éloigne du Shunrai et d'Hachi afin d'obtenir des informations sur la pop de Kojiro. Avec l'aide de la corde magique de Tsugumi, Musashi accède à la ville touffue en contournant les murs. Il admire le paysage à couper le souffle alors qu'il se tient au sommet d'un toit, mais il n'est pas seul. Un homme avec un corps sculpté comme les dieux grecs, de longs cheveux argentés et une poitrine tatouée est assis à côté de lui. Il admire également la vue et raconte qu'il vient ici avant chaque bataille pour se rappeler que toute personne qui risque sa vie pour le clan a une famille qui l'attend. Bientôt, il se lève, enfile un peignoir et attache ses cheveux. Neiwa réapparaît et dit frénétiquement à l'homme que tout le monde attend ses ordres. C'est seulement alors que Musashi réalise qu'il parlait au seigneur Tatsuomi Yuzugi. Neyo lui reproche ses manières grossières, mais cela ne dérange pas Tatsuomi tant qu'il est un allié touffu, des cerceaux. Dès qu'il apprend que Musashi est l'un des étrangers, le seigneur devient hostile et ordonne à Neyo de l'emmener, lui et ses amis, à la caserne, une punition légère en raison de leur lien avec Naotara Takeda, considérant que l'intrusion est généralement punie de mort. Le trio est escorté jusqu'à la caserne enchaînée où Musashi est séparé des 2 autres et est contraint de rejoindre une autre unité. Immédiatement, il remarque que les personnes présentes dans la pièce semblent divisées en factions qui ne se font pas encore confiance et se battent pour la domination. Il décide de choisir parmi eux le leader en déterminant qui est le plus fort. D'un côté de la pièce, un nerd aux cheveux verts nommé Katsumi Hamako s'avance pour représenter Hamako Band car il est le fils du capitaine. De l'autre côté, le punk aux cheveux orange du début s'avance, se présentant comme Akira Shimazu du Shimazu Band. Il ne faut pas longtemps pour que leur discussion se transforme en injure et en dispute inutile. Musashi est content que la princesse Mikuru soit dans son unité, mais elle s'inquiète pour lui car la bataille sera dangereuse. Une de ses amies n'aime pas les 2 qui se disputent le commandement, alors Musashi se lance aussi, espérant ainsi revoir le seigneur Tatsuomi. Il décide de régler ça à la manière traditionnelle des Bushi, en se battant avec le côté non tranchant de leurs armes. D'emblée, Katsumi et Akira s'attaquent à Musashi. Ils bloquent leurs coups assez fiers, mais Akira sort sa lame Kitetsu fixée à ses chaussures, repoussant Musashi contre un mur. Akira se propulse ensuite en l'air et tourne sur lui-même comme une tornade inversée, utilisant l'élan et la portée pour frapper Musashi avec ses lames jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bloquer et tombe. Quand il reprend conscience, Katsumi est déjà à genoux mais n'accepte pas encore la défaite. Akira est sur le point de l'achever quand Musashi intervient et serre gracieusement la main d'Akira, l'acceptant comme commandant. Il pense que c'est bien d'avoir quelqu'un d'aussi fort pour les diriger.
Katsumi abandonne à contre-cœur et accepte l'aide de Musashi pour se relever. Akira le traite d'hypocrite, l'accusant de faire semblant d'être amical pour obtenir une bonne place dans l'unité. Il justifie cela en expliquant que personne n'aime la personne qui vient de le battre à plat de couture et que la première chose qu'il a faite en entrant dans la pièce a été d'examiner tout le monde comme pour déterminer qui valait la peine d'être léché. Katsumi essaye de le défendre, mais Akira s'en prend à lui aussi, disant qu'il avait déjà abandonné le combat et était content que Musashi lui ait donné une raison. Il doit être amusant en soirée. Après ça, il devient le commandant de l'unité. Plus tard ce soir-là, il s'adresse à son unité avec une intimidation totale, précisant que l'insubordination est inacceptable. Musashi essaye de parler, soulignant que personne ne pourra être honnête s'il est si effrayant, ce à quoi Akira répond qu'ils n'en ont pas besoin. Il poursuit en disant que dans sa ville natale, les Oni étaient vénérés comme des dieux, et que quiconque osait s'opposer à leur règne était traité comme de la racaille, donc s'attendre à une obéissance aveugle n'est pas juste. Akira le traite de sale gosse en retour et renvoie tout le monde. Personne n'a le courage de soutenir Musashi et tous s'enfuient. Retenant ses larmes, Musashi court chercher Kojiro et Sugui pour un peu d'affection, mais il s'éloigne, le cœur brisé, après les avoir vus s'entendre super bien avec les membres de leur unité, l'ayant complètement oublié. C'est pas grave Musashi, on peut tous comprendre. Le lendemain, l'unité de Musashi est choisie pour le premier déploiement sur l'île. Akira leur ordonne de seulement immobiliser les ennemis, laissant les coups fatals à son groupe, le groupe Shimazu. Bien sûr, Musashi gaspille son énergie à protester. Il boude dans un coin du navire, épluchant des pommes de terre, où il rencontre Noguchi, qui a un nez dont Voldemort serait jaloux. Il s'avère qu'ils font partie de la même unité, et selon Noguchi, lui et Musashi sont comme deux gouttes d'eau. Tout ce que Musashi peut dire, c'est qu'il est un peu agaçant. Leur navire est soudainement attaqué par des Oni inférieurs, des sortes de licornes marines. Musashi passe à l'action pour faire ses preuves et vise directement leurs cornes. Cependant, son attaque rebondit sans aucun effet. Il monte sur la corne et continue d'essayer de la trancher, mais elle reste intacte. Un autre Oni apparaît derrière lui, mais heureusement, il a une armure scénaristique solide, alors une flèche cramoisie les transperce, sauvant Musashi. La flèche se transforme en notre comptable rigide préféré, Neyo, qui lance une attaque généralisée qui anéantit tous les Oni d'un coup, prouvant son rang de première division. Immédiatement après leur défaite, il se tourne vers ses hommes pour leur crier dessus à cause de leur positionnement imparfait, mais l'un d'eux le fait taire en lui rappelant que sa rigidité est la raison pour laquelle ces 7 femmes l'ont quitté. Une deuxième vague d'Oni apparaît, et cette fois, ils sont des centaines. Tout le monde commence à se faire dessus, mais Neyo utilise sa lame Kitetsu pour former des chaînes et lier un groupe d'Oni en ligne et détruire leurs cornes. Le spectacle redonne espoir à tout le monde, et Akira tue un des Oni avec sa lame Kitetsu. Musashi ne comprend pas pourquoi il ne peut pas couper les cornes des Oni, ce à quoi Noguchi explique que les Oni qu'ils affrontent ont des cornes durables qui ne peuvent être détruites qu'avec un circuit d'énergie de lame qui canalise l'énergie de nombreuses lames. Effectivement, Akira a canalisé les énergies de l'âme de son groupe pour porter ce coup. Le prochain Oni qu'il abat est avec l'aide de Katsumi et de son groupe, qui le retiennent pour lui. Voir tous les Bushi travailler ensemble vers le même objectif d'éliminer les Oni fait réaliser à Musashi qu'il était celui qui n'était pas Bushi depuis le début, ne faisant des histoires que pour attirer toute l'attention. De retour sur le rivage, l'estime de soi de Musashi chute au point qu'il envisage de s'enfuir, mais il est approché par Katsumi qui le réconforte en disant que ce n'est pas grave s'il ne connaît pas encore grand chose au lames Kitetsu et que le bon côté des choses est que cela signifie qu'il a beaucoup plus de marge pour progresser en force en apprenant. Cela ravive l'esprit de Musashi et il demande à Katsumi pourquoi il veut tant être commandant d'unité. Il répond que l'île d'Iwaji est la ville natale de son groupe et après l'arrivée du Yamato, Norochi, ils ont tout perdu, alors devenir commandant d'unité est sa façon de reprendre le contrôle de la situation. Sa motivation se transmet à Musashi, qui décide de saisir cette opportunité. Le lendemain, il s'entraîne au combat à la lame Kitetsu avec Katsumi, dont le style est rude. Il le coach sur l'énergie de sa lame en l'attaquant jusqu'à ce qu'il y arrive. Mikuru observe d'en haut, luttant contre ses démons, ses problèmes paternels. C'est une espionne envoyée par son père pour trouver l'hôte de la déesse obsidienne et le tuer avant les autres. Elle doit réussir cette mission, sinon elle n'est qu'une bonne à rien pour lui.
Elle se distinguait des autres enfants car seule elle maniait une lame Kitetsu. Elle ne veut pas perdre sa valeur et redevenir un déchet oublié. Dès qu'elle a rencontré Musashi, elle a su qu'elle devait le tuer. Mais, ironie du sort, elle est tombée amoureuse de lui car il est le premier à lui sourire sans rien attendre. Elle ment à son père, disant n'avoir pas trouvé l'hôte et compte gagner du temps tant que personne ne découvre qu'il est l'hôte de la déesse obsidienne. Musashi appelle Mikuru pour s'entraîner à connecter les énergies. Elle rougit à l'idée de se connecter à lui et se précipite pour l'aider. Au début, tout va bien, il puise son énergie, mais soudain, des cristaux jaillissent d'eux, formant un énorme amas flottant dans le ciel. Leurs énergies se sont connectées, les pierres noires ont résonné, et son père saura où ils sont. Elle dit à Musashi qu'ils doivent fuir. Pendant ce temps, les bushi au sol tentent de briser l'amas de cristaux, mais les lames ordinaires ne suffisent bientôt pas. La tacticienne de première classe, Kuroko Usami, utilise sa puissante épée pour créer une prison qui emprisonne le cristal. Il disparaît, ramenant Musashi et Mikuru à la normale. Ils sont aussitôt encerclés par des bushi, dont Kuroko et Tatsuomi. Sur son conseil, Tatsuomi qualifie Musashi d'espion ennemi et le fait attacher, presque nu, sur une croix, en spectacle. Mikuru veut le sauver et contacte son père Yataro avec ses pierres noires. Kuroko, qui l'a soupçonné d'être une espionne des chiens noirs, s'y attendait et intercepte le message. La cachette est au sommet du mont Yuzurura sur l'île d'Ouaji. Ils ont laissé Mikuru fuir pour qu'elle les mène à la cachette des chiens noirs. Tatsuomi prépare ses bataillons à combattre Yamada no Orochi, un ennemi redoutable qui bloque les attaques Kitetsu. Il annonce que quiconque abattra l'une des 8 cornes du Kishin recevra une forteresse. La bande Shimazu a hâte de sa récompense, mais Neyo informe Ekiro que son unité ne rejoindra pas la bataille car 2 de ses troupes sont sous suspicion. Tant qu'ils ne sont pas blanchis, l'unité n'est pas la bienvenue. Akihiro s'éclipse sans un mot. Mikuru s'introduit dans la cage de Musashi et le libère. Peu après, Akihiro entre dans la cage, Musashi est touché qu'il soit venu le libérer. Il se trompe, Akihiro pointe sa lame sur lui et le menace de tout révéler au supérieur pour blanchir le nom de la bande Shimazu. À ce moment, un groupe d'Oni leur tend une embuscade. Ce ne sont pas des Oni ordinaires, ils peuvent parler. Ils appellent Mikuru, leur grande sœur, disant venir l'aider à récupérer la déesse obsidienne. Mikuru se fige, sans voix. Musashi lui demande le sens de leurs paroles. Minami, l'Oni le plus bavard, répond pour elle, révélant que sa personnalité de gentil et tout chou n'était qu'un acte pour trouver l'hôte de la déesse obsidienne et le tuer. Musashi s'attend à un démenti, mais elle avoue tout, les larmes aux yeux. Puis, des cristaux noirs jaillissent de son dos. La projection d'un vieil homme apparaît et lui dit de le tuer et de rentrer. Elle explique que c'est son père, qu'elle a fait ça pour sa confiance, mais le regrette. Musashi a un flashback du moment où son village l'a forcé à jeter une pierre sur le père de Kojiro. Comme elle ne bouge pas, Minami la force. Il attrape son épée et tranche les doigts de l'Oni. Il prend la main de Mikuru et court, disant qu'il n'y a rien de mal à vouloir que sa famille se soucie d'elle. Minami les rattrape et manque de le mordre, mais Mikuru saute dans ses mâchoires, prête à se sacrifier pour lui. Les 3 Oni parlants commencent à la dévorer, mais Neyo et Kuroko arrivent et les démembrement. Leurs corps se régénèrent vite et ils exigent que les Yusugi leur livrent la déesse d'obsidienne pour espérer la moindre pitié. Cela intrigue Neyo et Kuroko qui se demandent qui de Mikuru ou Musashi est l'hôte de la déesse. Musashi panique car Mikuru ne réagit plus et ses pierres saignent. Kuroko utilise l'énergie de sa lame pour sceller les blessures et arrêter l'hémorragie, puis se montre soudain amical avec lui. Les Oni, sauf les 3 principaux, sont anéantis. La plus âgée des 3, Mishima, se livre joyeusement à eux et ils s'empressent d'accroître leur force. Voyez, au moins, ils attendent le consentement. Les Bushi sont horrifiés de voir à quelle vitesse ils se sont retournés contre celle qu'ils appelaient sœur et leur soi-disant père le soutenir si ouvertement. Minami et l'autre, Inuami, grandissent et bloquent l'attaque de Neo. D'autres Oni affluent et, sur ordre de Minami, se dirigent vers la ville principale du château, tandis qu'elle dévore les siens pour devenir plus forte. Yataro, le père, leur ordonne, à elle et Inuami, de dévorer Mikuru, car c'est une traîtresse. Musashi a l'air furieux. Il explique son idéologie, les plus forts ont le droit de monopoliser les ressources des faibles, soulignant que même les Bushi se battent de manière à ce que les plus hauts se nourrissent de la force des autres. Tatsuomi se charge et, bizarrement, semble attaquer ses camarades. Kuroko explique qu'il est un type de lame jaune, ce qui lui donne la capacité d'améliorer les traits physiques de ses alliés, y compris leur équipement.
Tatsuomi répond directement à Yataro, disant que s'il est bon de puiser sa force chez les autres, il y a aussi du plaisir à la partager. Avec leur nouvelle force, les Yusujibushi abattent les Oni un par un, même Inuami. Leur capacité la plus remarquable est de créer des liens d'énergie de l'âme avec des dizaines d'hommes, alors qu'un lien typique n'en contient pas plus de 5, grâce à la forte unité des Yusujibushi sous la direction de Tatsuomi. Avec l'aide du spectaculaire circuit d'énergie en forme de dragon, Neo porte le coup de grâce à Minami et assure la victoire des Bushi. Pourtant, ce n'est pas le moment de se détendre, car il est étrange que les Oni aient pu infiltrer le château, normalement protégé par une barrière. Neo ordonne un balayage complet pour en découvrir la raison. Cependant, c'est inutile car la réponse se présente d'elle-même. Shiro s'attribue fièrement le mérite et montre l'épée de Tatsuomi, affirmant avoir pris l'âme de leur chef. Les Yusujibushi le retiennent immédiatement avec des cordes et forment un circuit d'énergie de l'âme avec Neo aux commandes, mais il se brise avant qu'il ne puisse frapper. Il se retourne et voit que ses hommes ont été infectés, ce qui a coupé la connexion de force. À ce moment, l'allié de Shiro, Seiroku, se téléporte pour l'aider à anéantir la bande des Yusujibushi. Il tente de se relier à nouveau, mais il s'avère que le coup signature de Seiroku est de couper les circuits d'énergie. Shiro repère Musashi dans la foule et l'interpelle aussitôt, disant qu'il fera de lui son épée spéciale un jour. Il remarque alors que quelque chose chez Mikuru lui rappelle aussi la déesse d'Obsidienne, mais il l'ignore pour l'instant et trace un carré autour de Musashi, le faisant disparaître. Il s'avère que son tour a échangé la place de Musashi avec l'une des têtes de Yamada no Orochi qui détruit une partie de la ville en une seule attaque. Musashi se retrouve au cœur de l'île d'Awaji, où il est confronté au père de Mikuru, Yataro, qui lui demande de s'écarter pour qu'il puisse se débarrasser de Mikuru. Bien sûr, il ne bouge pas, alors il décide de l'abattre et de récupérer la déesse d'Obsidienne d'abord. Cependant, Mikuru se réveille et le supplie d'épargner Musashi. Elle essaie de le convaincre qu'elle n'est pas brisée ou défectueuse et qu'elle peut encore penser clairement. Malgré cela, elle ne veut pas le tuer car elle ne veut pas perdre la chaleur qu'elle ressent en parlant et riant avec lui, mais elle ne veut pas non plus décevoir son père, même s'il ne lui a jamais montré de gentillesse. Yataro lui demande si elle a un moyen d'accomplir les deux. Elle répond qu'elle pense qu'ils peuvent récupérer la déesse d'Obsidienne sans tuer Musashi et qu'elle est prête à chercher comment. Il s'approche d'elle, disant qu'il est heureux qu'elle ait hérité de sa passion pour l'étude et qu'il la sent de son sang pour la première fois, puis il la serre dans ses bras. Soudain, il tire son épée, mais Musashi le repousse. Il lui dit adieu et la transforme en pierre noire. Il explique à Musashi, qui hurle qu'il ne l'a pas tuée, mais l'a seulement transformée en sa vraie forme. Il révèle qu'il a implanté des fragments de Kitetsu dans l'utérus d'enfant, choisis pour former des hybrides Oni, dont les Orochi comme Minami ont été particulièrement réussis. Mikuru était un échec car elle n'était pas plus forte qu'un humain. Musashi le raisonne en soulignant qu'il l'aurait tuée s'il voulait s'en débarrasser, alors Yataro la ramène à sa forme humaine. Musashi l'accueille avec enthousiasme, mais elle n'a aucune idée de qui elle est. Yataro explique qu'il a effacé tous ses souvenirs, car la seule utilité qu'il a d'elle est sa capacité à manier une lame Kitetsu. Elle peut donc être une poupée docile qui écoutera son parent quoi qu'il arrive. Cela ne plaît pas à Musashi et il passe immédiatement à l'attaque mais ne parvient pas à tirer l'énergie de la lame Kitetsu car ce n'est pas son épée. Mikuru encourage son père qui malmène Musashi. Il est sur le point de lui porter un coup fatal quand Mikuru apparaît derrière lui et le poignarde avec des cristaux noirs jaillissant de son corps. Réalisant qu'il reste des fragments de ses souvenirs en elle, il la jette de côté et jure d'effacer sa mémoire encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne sa fille docile pour de bon. Musashi ne peut plus rien faire, téléporté loin de la scène. Pendant ce temps, Yamada Nuroshi détruit des châteaux, tandis que Shiro se détend. Saruko affronte Neu, l'attaquant avec une corde barbelée qui lacère sa peau. Soudain, des centaines de montures Kitetsuki de la bande Taikita arrivent en temps renfort. Haftoro cherche Tatsuomi, mais Shiro lui épargne son énergie en révélant qu'il l'a pris. Ils croisent leur lame Katetsu, mais le temps du chien noir est écoulé et ils s'en vont. Neo sollicitait l'aide de Musashi et de la déesse d'Obsidienne en lui pour vaincre le Kishin. Il accepte et est rejoint par Kojiro et Sungumi. Le trio Yeti-Oji est de retour. Sugumi dévoile le tissu qu'elle transportait, révélant la lame Kotetsu de Musashi. Kojiro explique qu'ils l'ont volé sur le lieu d'exécution pour l'aider à s'échapper et fuir ensemble avant que les Uzuji ne le tuent pour espionnage. Quand Musashi demande pourquoi tant d'efforts, ils répondent que c'est parce qu'il est leur ami.
Neiwa dit qu'il a de la chance d'avoir de bons amis et qu'il doit vraiment sauver les siens. Enfin, Neiwa les conduit au mausolée Yuzuji où il leur dit que la déesse d'obsidienne était une vraie femme qui contrôlait l'énergie des lames et a donné la première lame Kitetsu aux humains. Après sa mort, son âme demeura et on dit que quiconque possède son esprit a aussi ses pouvoirs endormis en lui. Ainsi, Musashi devrait avoir la capacité unique de contrôler toutes les lames Kitetsu et d'unir tous les Bushi et Hinamoto. Musashi fait remarquer que la dernière fois qu'il l'a vue, elle a dit qu'elle allait s'endormir et qu'il n'aurait plus ces problèmes. Heureusement pour lui, Neyo a un coffre contenant un trésor destiné à débloquer le pouvoir de la déesse. Parfait, il le donnera à Musashi s'il accepte d'utiliser son pouvoir pour vaincre Yamato no Orochi car il croit que les chiens noirs ont capturé Tatsuomi. Musashi demande qui sont les chiens noirs, il répond qu'ils se nomment les 8 d'obsidienne, des porteurs de l'âme Arketetsu qui ne s'alignent qu'aux Oni et sont responsables de centaines de morts de Bushi. Neo ouvre le coffre, révélant du sang de la déesse d'obsidienne, qu'il dit à Musashi de boire pour éveiller ses pouvoirs. Il ne veut pas vraiment, n'étant pas un gobeur, mais Neo le lui fait avaler de force. Après ça, Musashi ne sent aucune différence, alors ils partent en miettes. Monsieur Shi retourne à son unité et découvre que tous les membres Sarawateri du royaume de Mitsuru ont disparu et que ceux de la bande Shimazu sont absents, ayant reçu l'ordre de rester. Il donne aux membres restants un discours motivant pour les pousser à travailler ensemble quand Kuroko apparaît, leur annonçant une tâche. Le Yuzugi lance sa première attaque contre le Kishin avec le déploiement initial de 5000 hommes en blanc selon le plan de Kuroko. Dès que Yamada no Orochi détecte des ennemis, il tire. Au lieu d'attaquer directement, elle leur fait répandre de l'huile dans l'eau avec des navires abandonnés que des archers enflamment de flèches ardentes. Les têtes du Kishin se concentrent sur le feu et pendant qu'il est distrait, l'unité de Musashi et 100 autres troupes marchent vers les approvisionnements à Yuramine sous le couvert de la fumée. Cependant, il rencontre un Oni que Saruku a placé là, informé par son espion du plan de Kuroko. La situation semble perdue jusqu'à ce qu'Akihiro et le reste de la bande Shimazu arrivent et anéantissent l'Oni. Avec leur aide, ils atteignent la mine Yura, leur cible. Au même moment, les chiens noirs reçoivent des rapports sur le deuxième déploiement, la bande Takida. C'est un choc total car leur espion leur avait fait écouter une réunion où Natoro avait refusé d'envoyer sa bande. Mais il s'avère que ce n'était qu'une ruse orchestrée par Kuroko pour tromper les espions. L'unité de Musashi s'apprête à enflammer les explosifs placés dans la mine Yura, mais ils sont confrontés à Shiro qui utilise sa magie dimensionnelle pour transporter les explosifs sur les navires de la bande Taikita. C'est un échec et mat pour la bande Yuzuji et Saruku se révèle à Kuroko via son espion, l'ayant déjoué à chaque fois, connaissant tous ses plans. Il parle trop vite cependant, car un de ses hommes rapporte que Naotora est toujours vivant et en pleine forme. Kuroko révèle qu'elle a gagné cette bataille en donnant de fausses infos à ses sbires, disant qu'ils étaient faciles à repérer car ils sont les seuls à avoir marché sur l'emblème de leur bande sans pause. Saroko est sidéré mais pense toujours qu'il ne peut être battu car personne à Musugi n'est assez puissant. Neyo saute soudainement de sa cachette pour le combattre afin de défaire le blocage d'énergie. Il se souvient que Tatsusomi lui a dit qu'il était le plus fort des Bushi Yuzuji et qu'il devrait protéger les siens en son absence. Ces mots lui donnent la force de saisir l'épée de Saruku et de la briser, ce qui rompt le sort d'infection, bloquant le circuit d'énergie de la lame. Dès que les soldats en noir sont libérés, Kuroko en envoie 2500 pour briser les cornes de Yamada no Orochi. Le combat n'est pas fini, Saruku sort une autre épée. Naotori arrive à la mine de Yura, seul assez fort pour Shiro. Il dit à Musashi que si les Usubi veulent briser les cornes du Kishin, ils doivent vaincre les chiens noirs. Il s'occupera de Shiro, Neiwa de Shiroku, laissant Yataro à Musashi. Neiwa le repousse bien grâce à son avantage de force, mais Saruku renverse la situation avec sa technique de lame jaune, utilisant ses cordes pour infliger diverses blessures. Neyo s'y en mêle, subissant des lacérations aux jambes. Une fois à terre, Saruku l'aveugle, lui faisant perdre ses repères. Au lieu de le tuer vite, Shiroku le torture lentement. Brûlure, luxation, fracture, tout en débitant des termes médicaux complexes. Il lui brise même le pouce et l'auriculaire pour qu'il ne puisse plus tenir son épée. Il lève le sort d'aveuglement de Neo quand les navires Yusufji sont près du rivage pour qu'il voie ses camarades vaincus. Il lui dit qu'il voulait aussi sauver les siens, devenant médecin pour ça. Mais ses camarades musclés l'ont exploité pour sa magie, lui donnant toujours les tâches les plus dures sans rien en retour.
Il pense que les camarades de Neo sont pareils. Sans un mot, Neo retire le bandage de son front et attache sa main droite à son épée. Il utilise un autre bandage pour saisir l'épée de Seroku, comme une ancre, et se hisse. Il tourne son épée contre lui, utilisant sa propre énergie de lame pour couper les cordes d'énergie jaune. Elle se brise, inversant les effets et lui rendant l'usage de ses membres. Les cordes rebondissent et tentent de le traquer à nouveau. Mais il fonce sur Seroku pour le tuer avant d'être à nouveau mutilé. Seroku, excellent épéiste d'une vitesse incroyable, blesse Neo qui perd beaucoup de sang. Il est sur le point de l'achever quand deux Bushido-Sugi se jettent en devant lui pour le protéger. Saruku continue son coup, prêt à les tuer tous, mais Neiwa revient par le coup de sa main. Saruku bloqué, il le poignarde en pleine poitrine. Naotora fait créer par son second, Shumrei, une barrière d'énergie verte autour de lui, et Shiro pour contenir le combat. Shiro déchaîne son étrange anneau de lame grisâtre, pressé d'en finir pour rencontrer la déesse d'obsidienne. Naotora trouve l'anneau de lame familier, vu il y a 10 ans, et demande s'ils se sont déjà rencontrés. Shiro ne se souvient pas, ni ne veut se forcer, répétant qu'il doit rejoindre la déesse. Naotora se demande pourquoi il est si obsédé par elle, au point que lui et les chiens noirs détruisent des bandes entières de Bushi. Puisqu'elle est la seule source de conflit, il vaudrait mieux qu'elle meure. Cela énerve Shiro. Il brise la barrière et utilise son pouvoir du vide pour créer un cube d'eau profonde sur la bande Takeda. La pression devrait tuer Naotora et les autres, mais le cube se fend sous la puissante entaille de Naotora, révélant que lui et sa bande sont indemnes, juste un peu mouillés. Ils commencent à se battre. Naotora attaque Shiro, qui la dévie avec sa coupe et ses pouvoirs dimensionnels. Le style et l'aura de Shiro sont si uniques que Naotora lui demande la couleur de son énergie de lame. Shiro révèle être un Bushi à lame blanche, le type le plus rare et puissant. Shiro note que Naotora est un type bleu, le plus commun et faible, sans la force brute du rouge, ni les pouvoirs spéciaux du jaune et du vert. Shiro a d'abord le dessus et crée un cube en l'air qui devient de la lave en fusion. La lave coule vers Naotora, mais une énorme vague d'eau arrive et la refroidit en roche solidifiée. Hachi interpelle un Shiro surpris et lui dit de ne pas sous-estimer les Bushi à lame bleue. Il lui rappelle que lors de leurs épreuves d'épée, Naotora leur a dit de ne pas être triste car les types bleus sont liés aux tombes de lame de pierre, comme les Kishin qui manipulent minéraux et minerais pour contrôler l'eau et le feu. Oui, les Bushi à lame bleue contrôlent les éléments, comme les Kishin. Naotora réapparaît avec des tigres de feu et d'eau. Shiro les vainc facilement, se moquant que l'apogée des capacités de l'âme bleue soit décevante. Il les déplace dans une autre dimension pour un combat sans interruption. Avant que la boîte dimensionnelle ne se referme, Naotora aspire un maximum de feu et seul, Shiro demande pourquoi Naotora a contrôlé ces éléments, car ça n'aiderait pas à briser les cornes du Kishin. Naotora confirme. Il a développé cette technique pour les huit d'obsidienne, après avoir vu un champ de bataille plein de ses camarades morts, et cet anneau de lame gris sinistre il y a 10 ans. Il rassemble feu et eau pour former une petite sphère noire compacte dans sa paume, qu'il transforme en petites lames. Shiro trouve ça intéressant, mais avant qu'il ne finisse, Naotora passe et dit que c'est déjà fait. Shiro se tient la poitrine, confus, et des pierres jaillissent de lui. Naotora retourne sur l'île d'Owanji où ses camarades l'attendent. Il annonce avoir détruit la lame Kitetsu de Shiro, l'empêchant de participer. La bande Takeda célèbre la victoire de son chef et envoie le signal à Kuroko. Deux chiens noirs vaincus, il ne reste qu'à vaincre Yataro, tandis que l'élite Bushi noire affronte Yamada Norochi et que les blancs sauvent Tatsuomi. Musashi est escorté au pied du mont Yuzurua par son unité. Cependant, Eiichiro ne donne aucune instruction, ne comptant que sur ses 5 membres de la bande Shimazu. Cela force Katsuki à intervenir et à coordonner les autres, démontrant pour la première fois la puissance de la bande Amako. Une fois au pied de la montagne, Eiichiro leur dit que la bande Shimazu ne se soucie pas des Bushin ennemis. Il vise plutôt à vaincre le Kishin qui viendra après. Katsumi est déçu qu'il ne se soucie que de la gloire de briser une corne, mais les Shimazu sont déterminés à se faire un nom. Ils disent aux autres, surtout à Musashi, de ne pas gêner car il vient d'apprendre les énergies de l'âme. Musashi est d'accord, espérant un jour combattre avec ses camarades aussi bien que la bande Shimazu. Musashi et les 100 d'autres troupes s'enfoncent dans la cachette où ils rencontrent Nyataro. Il les défie, son plan achevé, il éteint avec le Kishin ses filles sacrifiées. Il se transforme en monstre géant. Il change des filles en lames, anéantissant les troupes, ne laissant que l'unité de Musashi et la bande Shimazu. La bande Shimazu engage le combat, voyant Yataro Kishin. Ils tentent d'atteindre la corne en formant une chaîne d'énergie de lames, mais les lames filles gênent, faisant échouer le lien sans cesse. Un Bushi Shimazu se retrouve face à une lame, mais Musashi arrive juste à temps pour la briser.
Sans un mot, il rejoint la bande. Les lames-filles forment tant de rayons entre les Bushishimazu qu'aucun chemin ne permet un circuit d'énergie. Soudain, les rayons disparaissent un par un, ils réalisent que Musashi les élimine. La bande Shimazu construit sa chaîne pendant que Musashi détruit les barrières, sauvant un Shimazu encerclé. Le lien est complet, Akihiro brise la corne de Yataro, faisant disparaître les lames-filles d'un coup et marquant la fin du combat. Katsuki remarque qu'il n'y a pas de poussière de Kitetsu à collecter. Soudain, le cadavre du Kishin se transforme en serpent blanc qui rampe hors de la montagne vers Yamato no Orochi, volant le minerai des roches pour nourrir le grand Kishin. S'il réussissait, Yamato no Orochi démolirait les bandes Wisuji et Taikita d'un coup. Musashi motive tout le monde à travailler ensemble et la bande Shimazu est d'accord, mais Akihiro reste obstinément silencieux. Il prévoit une chaîne à 8 maillons avec Katsumi et Musashi, comptant sur son énergie de lame rouge pour renforcer leur circuit. Musashi demande ce qui se passe avec Akihiro et les Shimazu disent de l'oublier. Akihiro dit qu'il ne supporte pas qu'on rie quand leurs camarades affrontent une menace. L'aîné des Shimazu lui répond qu'il n'a pas le droit de parler de ses camarades, n'ayant rien fait pour protéger celui qui a failli mourir par les lames-filles. Il dénonce Ekiro comme un monstre avide de pouvoir, utilisant ses membres comme pions pour devenir chef. Ekiro admet l'accusation, la bande Shimazu décide de travailler sans lui. Il sort un bloc de bois de sa poche et le jette de frustration. Musashi le ramasse et demande à un Shimazu ce que c'est. Il répond qu'ils sont frères, s'entendaient bien et utilisaient ces blocs pour planifier des batailles de Kishin. Une fois la corne du serpent vue, ils forment la chaîne d'énergie et tentent de la briser, mais leurs lames ne font pas une égratignure. Ils demandent à Musashi de remplacer Eikiro car ils ont besoin de la puissance explosive d'une lame rouge pour le coup de grâce. Ils forment le lien et lancent l'énergie vers lui, mais Akihiro arrive et tente de la voler. Il se souvient qu'il voulait toujours être le second dans le circuit d'énergie, laissant la gloire à l'aîné, car sa timidité l'empêchait de se démarquer. Il dit à Musashi qu'ils se trompent tous et qu'il ne veut pas jouer le rôle de briseur de cornes. Puis il vole à nouveau le lien d'énergie et frappe une des cornes du serpent, la brisant. Les frères Shimazu se demandent pourquoi Eikiro est devenu si avide de reconnaissance et de pouvoir, car il était tout le contraire avant. L'aîné situe ce changement après l'épreuve de l'épée. Tous les frères avaient des lames bleues, sauf Akihiro, dont l'âme était rouge. Leur père a alors dénoncé l'aîné comme héritier, donnant ce rôle à Akihiro. Il a tenté de refuser, arguant que son frère était le meilleur. Mais après l'avoir vaincu involontairement dans un duel Kitetsu devant le clan, le nouveau chef était évident. Depuis, une division s'est créée entre lui et son frère aîné, jaloux de ses pouvoirs. Akihiro s'approche de l'escouade et leur dit de former un circuit d'énergie de lame avec toute l'unité. C'est difficile, car l'unité est essentielle. Il veut qu'ils se connectent à courte portée, montrant aux Shimazu qu'ils ne les voient que comme un moyen de gagner en force. Sans autre choix, l'unité obéit. Il brise une autre corne. Akihiro se souvient des regards heureux avec son frère avant les jeux de pouvoir. Il réalise qu'ils sont les plus importants et qu'il les a tenus à distance pour leur sécurité. Il s'apprête à couper la corne supérieure du serpent quand une tête du Yamada no Orochi surgit, mord le serpent et avale Akihiro. Le circuit d'énergie reste intact, Akihiro doit être vivant. Malgré l'animosité, les Shimazu ne peuvent l'abandonner et décident de le sauver. Mais les Busuki de Yusuji leur ordonnent de reculer. Musashi va voir l'aîné, Haruhisa, et lui dit de sauver son frère. Haruhisa avoue en vouloir à Akihiro car il a toujours voulu être le chef. Musashi lui montre le bloc de bois, leur faisant réaliser qu'Akihiro se soucie assez d'eux et de leur passé pour l'emporter au combat. Akihiro se tient calmement dans la bouche du Kishin, prêt à mourir. Il a décidé il y a longtemps de se sacrifier pour que Haruhisa devienne l'héritier et que ses frères soient heureux. Une dent du Kishin l'assomme et il a un autre flashback de ses frères. Il rouvre les yeux et voit Haruhisa devant lui qui lui renvoie un bloc de bois. Haruhisa lui demande pourquoi il n'a pas l'air heureux. Il répond qu'il voulait s'assurer que ses camarades étaient en sécurité en brisant la corne du Kishin. Mais il est entré dans sa bouche, mettant sa vie en danger et brisant le circuit d'énergie pour vaincre le Kishin. Haruhisa réalise alors qu'Akihiro s'est toujours soucié de lui. Il dit qu'ils doivent juste le refaire. Soudain, tout le monde apparaît dans la bouche. Tous les frères s'étreignent et pardonnent à Akihiro. Il reforme le circuit d'énergie. Cette fois, Akihiro brise la corne supérieure du serpent, détruisant la source de nourriture du Yamada no Orochi. La menace écartée, les forces Yoshi et Takeda fusionnent et détruisent toutes les cornes du Yamada no Orochi d'un seul coup. Le Kishin disparaît, dégageant le ciel pour la première fois en 150 ans et libérant une incroyable poussière de Kitetsu.
Les Buski lèvent leurs lames mais remarquent que la poussière ne se dépose pas sur les épées mais va vers le sommet. Soudain, des tremblements secouent l'île et des pierres jaillissent de la base. Musashi réalise que Kojiro et Tsugumi pourraient être en danger car ils cherchent encore Lord Tatsuomi. Il se met à courir frénétiquement vers la montagne. Soudain, il est frappé par la même étrange sensation qu'en se connectant à l'énergie de la lame de Mitsuru. La poussière se dissipe, il trouve Kojiro et Tsugumi soutenant Tatsuomi, à qui il manque un bras. Après une courte réunion, Tatsuomi dit à Musashi que Mitsuru était avec lui, captive, et ne parlait que de son amour pour Musashi, même sans se souvenir de lui, se croyant un déchet sans valeur, car son père le dit. En entendant cela, Musashi court, désespéré de ne pas l'abandonner. Ils atteignent un canyon où le reste de la montagne devrait être. Au fond, une épée noire et un guerrier apparaissent. Il se révèle être Yataro, transformé en Kishin, ayant fait de Mitsuru une lame Kitetsu après des décennies d'expérience sur ses filles. Tatsuomi ordonne aux Buski de se préparer. Yataro balance sa grande épée à 360 degrés, détruisant la montagne et les Buski attaquant. Pendant que Yataro rit, Musashi le frappe d'en haut, mais il bloque et Musashi sent son énergie de lame le quitter. Yataro explique que son épée, comme la déesse, peut contrôler l'énergie des lames. Il vole l'énergie de tous les Buski de l'île et déclenche des attaques apocalyptiques. Musashi riposte et essaye d'atteindre Mitsuru, ce qui la plonge dans une crise d'identité. Elle résiste à ses souvenirs de Musashi, mais ils affluent, faisant pleurer l'épée. Yataro, frustré, attaque Musashi, mais Takeda le protège. Tatsuomi utilise ses pouvoirs de lame jaune pour renforcer Takeda et Mayo, mais ils sont vite vaincus. Tatsuomi ordonne aux autres de battre en retraite en protégeant Musashi, qui a la déesse d'obsidienne. Yataro ne compte laisser personne s'échapper et balance son épée sur Musashi. Kojiro tente de parer. Soudain, tout autour de Musashi se fige, un portail s'ouvre à l'intérieur duquel une enfant, Mitsuru, est assise seule et effrayée. Musashi entre et voit ses souvenirs de sa naissance. Son père a semblé heureux un instant, puis l'a jeté de côté en réalisant qu'elle n'avait pas les pouvoirs de la déesse d'obsidienne. Mikuru le remercie de lui avoir fait comprendre qu'il y a du bonheur dans ce monde et d'avoir transformé sa froideur en chaleur. Elle souhaite rester plus longtemps avec lui. Il lui dit que c'est possible si elle le suit et rejoint sa bande après ça. Elle lui prend joyeusement la main, ce qui fait revenir tous ses souvenirs et le temps reprend son cours. Elle explique qu'elle ne peut retrouver sa forme humaine que s'il détruit la pierre noire dans son père, celle qu'il a transformée en épée. Elle montre 5 portes de couleurs différentes, expliquant que l'obsidienne est faite de la combinaison de toutes ces couleurs. Puisqu'il boit un 5e du sang de la déesse d'obsidienne, il devrait pouvoir éveiller et maîtriser l'un de ses pouvoirs. Musashi revient dans le monde réel avec de longs cheveux dorés. Il commence à absorber l'énergie de l'âme de tous, comme la déesse d'obsidienne, mais Yataro tente de dominer ses énergies. Les deux titans s'affrontent à l'épée, mais le bras dominant de Musashi est tranché. Sans perdre un instant, il arrête le coup suivant de Yataro avec l'index de son autre main en y concentrant l'énergie de l'âme de tous. Il frappe Yataro jusqu'à ce que la pierre noire en lui en sorte. Il est sur le point de la briser pour libérer Mikuru, mais elle l'arrête et demande à parler à son père une dernière fois. Il retourne dans sa dimension où Yataro demande à Mikuru si elle choisit Musashi plutôt que lui et abandonne leur rêve de devenir un être supérieur. Elle explique que son rêve n'a jamais été ça, mais juste d'être heureuse et de tenir la main de son père. Il l'ignore et tente de la manipuler une dernière fois. Alors elle s'éloigne et dit à Musashi de détruire la pierre. Peinée, elle ne pourra jamais l'atteindre. Elle lui dit tristement qu'après sa destruction, le corps de Mikuru disparaîtra aussi car elle en est née. Cependant, Yataro dit qu'il sera le seul à disparaître car la moitié du corps de Mikuru est humain. Il fait une introspection et réalise qu'il n'a rien de supérieur et qu'il a passé sa vie à traiter horriblement ses filles alors que Yushu les comprenait car lui aussi était rejeté enfant pour ses handicaps. Après cette révélation, il reconnaît enfin que Mikuru est une personne différente de lui et est rempli de regrets. Mikuru est rempli de soulagement et de bonheur que son père l'ait enfin vu pour la première fois et lui fait ses adieux. Musashi détruit la pierre, mettant fin à la vie de Yataro et libérant la poussière de Kitetsu de sa cuisine. La paix est enfin restaurée sur l'île d'Awaji. Après la mission de libération de l'île d'Awaji, Mikuru est détenu au château et non en cellule car Musashi ne le permet pas. Il n'y a aucune information sur l'emplacement actuel du chien noir restant et Tatsuomi trouve étrange qu'il ait été capturé plutôt que tué et est convaincu qu'il y a plus à leur plan. 2 semaines après l'incident, une cérémonie de remise de prix honore les braves guerriers Bushi qui ont grandement contribué à la libération, y compris Musashi et Nao.
Les frères Shimazu reçoivent un château, après quoi ils sont libres d'agir sans ordre de leur père. Tatsuomi et Naotora invitent Musashi dans leur bande, mais il les rejette, disant qu'il fait déjà partie de la bande Kanamaki, destinée à devenir la plus forte. Kojuro peut enfin parler à Tatsuomi de la signature sur le parchemin de son père. Tatsuomi ne connaît pas Jizai Kanamaki et reconnaît la signature de son père. Il n'y a aucune trace de Jizai dans les registres de Yuzuji, ce qui signifie que le lien de leur père était temporaire. Il propose de contacter les 5 autres grands généraux, car le père de Kojuro devait être important pour avoir la signature de l'ancien seigneur Mizuji. Quand Kojuro demande pourquoi il va si loin, il répond que c'est en partie sa gratitude pour l'avoir sauvé d'Awaji, et en partie parce que Musashi lui a demandé de l'aide en échange d'une faveur. Tatsuomi avait convoqué Musashi pour lui demander de boire tout le sang de la déesse d'obsidienne, réparti entre les 5 grandes bandes Bushi, afin de vaincre définitivement les 8 d'obsidienne. Il a accepté à 2 conditions. La première était d'aider Kojuro à découvrir son père, et la seconde de libérer Mikuru. Une fois libéré, Musashi l'emmène visiter le magnifique château de Shiryu où ils s'amusent beaucoup. Ils échangent des anneaux de promesses, ce qui donne tant de bonheur à Mikuru qu'elle souhaite être une humaine normale, ayant plus de temps avec lui, mais hélas, son corps montre des fissures. Son dernier jour, il passe que la soirée à regarder le coucher de soleil. Elle remercie Musashi une dernière fois pour tout ce qu'il lui a donné. Les fissures s'agrandissent et Musashi tente de la serrer dans ses bras avant qu'elle ne disparaisse avec un sourire, le laissant seul et déprimé. Il se demande pourquoi Mikuru a été créé pour disparaître si vite. Il a une vision de la déesse d'obsidienne qui lui dit que s'il veut des réponses, il devra la rejoindre. Musashi jure de le faire et de détruire les 8 d'obsidienne et Kishin pour de bon. C'est tout pour cette vidéo. Aimez et abonnez-vous. Pour la suite, regardez la vidéo à l'écran.